Pour le- Tu parles des professeurs. Comment ils ont accueilli ça, les professeurs? Certains disent un prof dans ma poche. L'étudiant peut poser toutes ces questions. De Maya, comme Maya l'abeille, et de Willy. La réponse est clairement oui. Est-ce que vous avez des étudiants qui parlent pas français? Est-ce que votre agent Maya est capable de répondre en allemand avec une base de données française, par exemple? On avait toujours des super résultats. Mais là, on a augmenté de 1,4 points la moyenne pour les utilisateurs qui ont posé plus de 150 questions depuis le début de l'année. Bonjour Caroline. Bonjour Damien. Alors Caroline, bienvenue sur la chaîne. On s'est rencontrés autour d'un événement open source en Belgique il y a quelques années, un événement autour de Chamilo LMS, un logiciel que vous utilisez encore, je crois. Ouais, exact. Oui. Entre-temps, j'ai découvert que tu avais différentes casquettes autour des réseaux sociaux, de l'intégration des nouvelles technologies dans l'éducation, plein de choses. Il m'a semblé intéressant de faire un premier entretien pour qu'on puisse échanger sur ces sujets. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, on va essayer de faire bref. On va essayer de Donc, faire bref, ouais, si tu veux. Caroline, évidemment. Je suis scientifique de formation. J'ai un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. J'ai enseigné pendant longtemps et je me suis très rapidement intéressée à l'enseignement numérique. Alors, ça fait rire, mais début des années 2000, c'était quand même relativement anecdotique. Donc, bah, voilà, je me suis plongée dans ce sujet assez rapidement et puis c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'existence de Chamilo et que ça fait maintenant un bon bout de temps que je suis une adepte de Chamilo. Voilà. Alors, on entend parler beaucoup de Formascience. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Formascience? Comment est né le projet, peut-être? Ouais, c'est un peu en parallèle de mes activités et de mon intérêt pour l'enseignement numérique. Ma formation m'a amené à dispenser des cours à des étudiants qui étaient en première année de santé, médecine, pharmacie, etc. Et très rapidement, au début des années 2000, les étudiants ont manifesté leur besoin d'avoir un accompagnement en plus de la fac, parce que le concours était très sélectif. Et c'est là qu'avec avec deux collaboratrices, on a fondé l'association Formascience, qui avait pour objectif de créer un lieu de travail et d'accueil pour les étudiants en première année de santé, mais également de leur dispenser au besoin des cours de soutien, des cours d'appui. Et c'est dans ce cadre également que j'ai pu développer une plateforme de e-learning à disposition des étudiants pour faire un accompagnement et présentiel et à distance. D'accord, donc c'est une association et Ouais, c'est en même temps un espèce de tiers-lieu, en fait, pour les ouais. étudiants. Un petit D'accord. campus maintenant. C'est un vrai Ok. petit campus. Ouais. Il y Ah, a c'est même un génial ça. café associatif avec des valeurs qui me tiennent à cœur, il est végétarien, enfin voilà. Mais du coup, est-ce que les étudiants, ils vont pas passer plus de temps à Formascience que sur le campus réel? Alors, Ça la arrive? difficulté maintenant, c'est que en fait, la plupart des cours de la fac sont en distanciel. Ah oui, Donc, le lien d'accord. social, ils l'ont de moins en moins. Donc, finalement, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent avec leurs pantoufles le matin et qui repartent le soir, quoi. D'accord, donc oui, donc ça a vraiment du sens Ouais. aujourd'hui. Ouais. Et puis comme on a une activité associative très forte, ça nous permet aussi de proposer des séances de méditation, de proposer des jeux de société, des petites activités, voilà, de créer vraiment un petit campus, un petit lieu de vie euh, pour les Il accompagner pendant cette année qui est compliquée. il y a des salariés à Formascience ou c'est que des bénévoles? Non, il y a trois. Alors le bureau est entièrement bénévole, et puis sinon il y a une dizaine de salariés. D'accord. Ah oui, quand même. Enseignants, CPE, euh, accompagnants et puis le personnel du café, notre coffee shop en fait. D'accord. Et comment donc tu as créé aussi, il y a des outils qui sont nés à travers Formascience, au-delà de Chamilo. Est-ce que tu peux nous parler de ces outils? Alors j'ai entendu parler de Maya, comme Maya l'abeille, et de Willy. Willy, c'est plus récent. Et donc du coup, c'est ce qui Voilà, ouais. m'a En interloqué. fait, bah, c'est parti d'une idée initiale. On a d'abord, bah, on avait besoin d'une plateforme de e-learning. Donc ça, c'est vraiment au tout début de Chamilo. Quand Chamilo est arrivé, on a rencontré l'équipe de business et on a pu mettre en place notre plateforme de e-learning qu'on a appelée La Ruche. On s'est dit c'est un lieu où ça bourdonne d'informations, etc. Puis après, on a dérivé tout ça. Bref, avec avec Maya et Willy. Mais concrètement, oui, en fait, on a mis en place des outils d'IA assez récemment, il y a maintenant à peu près un an, après une phase de bêta-test d'un an. Donc ça fait 2 ans qu'on bosse sur le sujet.
En fait, on a observé nos étudiants, tout simplement, et on a observé cette nouvelle génération post-Covid. Et ça faisait déjà un petit bout de temps que c'était sous-jacent, mais là, c'est vraiment devenu évident. On leur met à disposition des professeurs qui sont archi disponibles à temps plein, qui sont là de 8 heures du matin à 18 heures. On a des salles de cours, on a du personnel présent, on a une plateforme de e-learning hyper complète avec une base de données monstrueuse de QCM, de cours, un moteur de recherche évidemment très efficace dedans. Et malgré tout, on a observé que le week-end ou le soir, ils vont sur Google chercher des infos ou ChatGPT. Et le lundi, ils reviennent en disant oui, sur Google j'ai vu que, ou ChatGPT j'ai vu que. Et souvent, c'est pas adapté à leur programme. En fait, en gros, les outils qu'ils utilisent ne savent pas qui ils sont, dans quelle fac, quel est leur niveau, quelles sont leurs difficultés particulières. Et finalement, ça les noie sous une quantité d'informations supplémentaires, plutôt que de répondre de manière précise à la question adaptée à leur programme et leur niveau. Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bon, l'IA c'est génial, il y a sans doute quelque chose à faire avec ça. Donc il y a eu vous avez observé un changement d'usage après le Covid, en fait. C'est ça que tu es en train de Mm. dire. Clairement. Parce qu'il y a eu ce besoin de se débrouiller par soi-même pendant le Covid. C'est une génération qui a, même si les professeurs étaient présents aussi, hein, mais ils ont eu besoin d'aller chercher. Alors, ils ont toujours fait des recherches Google, les étudiants, mais là, ça s'est amplifié. Puis, alors, avec l'arrivée de ChatGPT, encore plus. Mais malgré tout, il y a aussi eu un changement d'attitude. Ce besoin d'autonomie, d'avoir une réponse tout de suite et de se débrouiller pour la trouver finalement. Et alors Maya, on va l'appeler Maya. C'est quoi, au juste? C'est ce qu'on appelle un agent AI aujourd'hui? Ouais, en fait, c'est un agent conversationnel. Nous, on l'appelle, c'est l'assistant de nos étudiants. C'est vraiment l'assistant dans la poche. Donc, ça prend la forme d'une conversation WhatsApp, en Ouais. fait. Et l'étudiant peut poser toutes ses questions à cet assistant WhatsApp et il obtient une réponse qui est courte, qui a une approche pédagogique, c'est-à-dire on reformule la question, on répond de manière succincte sous forme de tiret, on ne s'étale pas 10 ans, c'est-à-dire que si la réponse est large, la réponse sera adaptée à ça, c'est-à-dire que le concept n'est pas compris de manière globale. Si la réponse est pointue, la question est pointue, la réponse sera pointue. Et l'étudiant peut donc poser une question par écrit, en vocal, il peut envoyer une photo, il peut faire une vidéo de sa feuille de calcul et dire voilà, bah regarde, là j'ai écrit ça, 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 ici, tu vois là, je pense que j'ai une erreur de calcul, est-ce que tu peux m'aider, par exemple. Et puis il reçoit aussi des ressources additionnelles. C'est-à-dire que notre travail d'enseignant, c'est bien sûr de l'éduquer en permanence, mais c'est aussi de lui fournir des ressources additionnelles quand on sait que bah, notre expertise d'enseignant, c'est que certains sujets sont vraiment importants et nécessitent d'avoir quelque chose de visuel en plus. Capsules vidéo, fiches, etc. D'autres sujets, on sait que c'est moins important, donc on ne va pas surcharger la réponse de l'assistant avec du contenu supplémentaire. D'accord. Sur, euh, sur l'analogie de nourrir, alors si on prend la ruche et les abeilles, donc les abeilles, elles se nourrissent, elles ont un stock de miel hein, pour se nourrir. Ouais, c'est ça. Concrètement, comment ton équipe en fait fait pour la nourrir? Ça se passe comment en fait techniquement? Est-ce que c'est un dossier, hop, je jette mes PDF dedans et Maya elle va piocher dedans? Est-ce que c'est un sac? Est-ce que c'est plus organisé que ça, plus structuré que ça? Comment ça se passe pour nourrir un tel objet en fait qui est virtuel? Ouais. Alors en fait, c'est devenu un travail. Alors c'est quasiment mon travail à temps plein aujourd'hui, à moi, déjà, puisqu'on a accès à une base de données anonymisée des questions. Donc on voit les questions que posent les étudiants, de manière bien sûr totalement anonyme, en temps réel. Ça veut dire qu'en fonction des questions qu'ils posent, nous, ça permet aussi déjà, même en ne parlant même pas de l'assistant Maya, d'anticiper les problématiques de nos élèves. Par exemple, un cours à la fac qu'ils ont écouté ou auquel ils ont assisté le matin, on voit qu'il y a une notion qui n'est pas passée. Et curieusement, ce n'est pas forcément les mêmes chaque année. Ça nous permet déjà d'anticiper et d'ajuster notre pédagogie. Donc ça, c'est déjà très important. Et ensuite, en fonction des questions posées, eh bien, ça fait 1 an qu'on le supplémente quand on juge que c'est nécessaire. Donc on arrive maintenant à un outil. Alors concrètement, techniquement, maintenant, ta question, c'était, j'imagine techniquement comment ça se passe. Je me suis mise au Python. Alors, D'accord. je ne, Oula, je m'y parce que, attendais pas. non, 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 mais j'ai un très bon professeur. En fait, Hmm, l'histoire de Maya est née un dimanche autour d'un repas de famille parce que j'ai la chance d'avoir un fils qui est ingénieur en intelligence artificielle. d'accord. Et
je lui expose mon truc de Google, ChatGPT, et des élèves qui viennent le lundi, etc. Et c'est là qu'il me dit, mais maman, on va faire un truc, tu vas voir, ça va marcher, c'est bien. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, on a créé une start-up qui s'appelle monécole.ai, et la verticale pour les étudiants en santé, c'est medprof.ai. Et en D'accord. marque blanche, Formations l'a adopté et l'a appelé, on l'a orienté Strasbourg et Formations l'a nommé Maya. Donc ça, c'est toute la genèse, hein. Après, concrètement aujourd'hui, techniquement, donc on a ce dashboard avec toutes les questions. Donc on peut toutes les trier, les analyser. On a des moteurs de recherche dessus pour les avoir par matière, etc. Et toutes les ressources, c'est un système de reconnaissance par mots-clés. Donc en D'accord. fait, en gros, les professeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent des questions. Donc moi, mon boulot, c'est de trier tout ça et de discuter avec les différents professeurs des différentes matières pour les accompagner dans la conception d'outils supplémentaires. Ça peut être des fiches, ça peut être des capsules vidéo. On a un studio d'enregistrement dans lequel ils peuvent aller faire leurs capsules vidéo, montage, etc. On a toute une équipe, hein, qui travaille là-dessus. Et puis, une fois que ce contenu est prêt, là, c'est mon job. Je récupère ce contenu, je le stocke dans une base de données qui est dédiée. En fait, D'accord. chaque école a sa base de données, chaque école cliente a sa base de données. Et puis, les professeurs, je les accompagne aussi dans la gestion des mots-clés. Donc, ils me donnent une succession de mots-clés. Et ensuite, je fais quelques petits tests et puis je le mets en développement. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est pas voilà, c'est pas du c'était loin de l'image voilà un dossier, je jette les fichiers dedans, il se débrouille. Non, il faut quand même vraiment structurer. Il y a un vrai travail de presque de data scientist Oui, alors entre guillemets, hein. clairement, De- hein, là, mon fils qui s'appelle Maël est en train de développer un back-office où on va simplement drag and drop et saisir une liste de mots-clés. Ça, cet aspect technique-là, finalement, on va le faire parce que ça facilite la vie, mais c'est pas tant ça le travail. Le travail, il est vraiment d'ordre pédagogique en amont. Identifier les questions, savoir où c'est important de mettre du complément pédagogique, sous quelle forme. Est-ce que ça va être sous cette forme, sous cette forme, sous cette forme. Donc mon boulot, il est surtout là-dedans, dans l'accompagnement de qu'est-ce qu'on met dedans, est-ce que c'est utile et sous quelle forme. Est-ce qu'on Le pourrait dire reste, que c'est une énorme FAQ qui est mise à jour régulièrement à l'ancienne, mais une FAQ qui est consommée de manière beaucoup plus intelligente qu'avant, quoi, à travers des questions. Est-ce que c'est bien ou pas comme analogie? pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a D'accord. beaucoup d'analogies. Aujourd'hui, on a mis une caméra, on a dit à nos étudiants de témoigner. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a plus de 1000 questions par jour pour 200 étudiants. Donc ça, ils le bombardent, ils l'utilisent. Et en fait, le retour qu'on a d'étudiants, c'est qu'ils peuvent plus s'en passer. Donc ils nous ont demandé de le développer pour les années suivantes, ce qu'on est en train de faire. Donc ça va les accompagner pendant tout leur cursus jusqu'à l'internat, jusqu'à l'examen des EDN de médecine, hein. Et, euh, et ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, ils l'ont à côté. Et comme c'est pas un réseau social qui pollue, WhatsApp, c'est une conversation, c'est pas, on n'a pas mis ça, on aurait pu le mettre sur Insta ou TikTok, hein. Mm. C'est-à-dire, techniquement, il n'y a pas, pas de problème. Mais ils l'utilisent, ils disent vraiment, au fur et à mesure de la journée, ils continuent à poser leurs questions dessus. Donc, je me demande si ça va pas au-delà d'une FAQ, si c'est pas devenu vraiment, certains disent un prof dans ma poche, d'autres disent vraiment que c'est le compagnon qui rassure toute la journée. Et comme en études de médecine, ils ont vraiment cette notion de temps et courent après le temps, ce gain de temps, ils le mettent vraiment en avant. C'est-à-dire qu'ils sont plus bloqués. Ils posent la question, ça avance. Et ils ont bien compris que cet outil, il est aussi performant parce que bah, il y a des profs à temps plein derrière. Et ils ont bien vu, je veux dire, que, que qu'un assistant qui comprend complètement leur écosystème, jusqu'à savoir comment s'appellent leurs différents, enfin, c'est quoi les différents yeux à la fac, c'est quoi les coefficients des différents yeux, même jusqu'aux horaires d'ouverture et au menu du café chez nous, quoi, tu vois. Il y a tout dedans. C'est vraiment euh, leurs options. L'assistant sait quelle option fait quel élève, comment il s'appelle, etc. C'est compagnon. Sur le, tu parles des professeurs. Comment ils ont accueilli ça, les professeurs? Est-ce que ça a été un accueil bras ouverts? Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup d'accompagnement au changement? Comment ça s'est passé? Alors,
en Est-ce que fait, c'est un concurrent, en fait? Est-ce qu'ils l'ont vu comme un alors, concurrent? et ben, ça, alors là, la question, elle est hyper intéressante parce que au final, quand un professeur est un professeur qualifié de métier avec une formation pédagogique, il l'accueille à bras ouverts. Par contre, un petit job de professeur qui n'est pas un professeur, mais un tuteur qui n'a pas de formation pédagogique et qui a une formation, on va dire, scientifique débutante, clairement, ce genre d'outils, par exemple, il y a, je sais pas, il y a des organismes qui tapent tous les cours à la main, qui tapent tous les cours pour les étudiants pour qu'ils aient des polis. Aujourd'hui, tu mets ça dans n'importe quel IA, ça te tape tout ton cours et c'est bon, t'as pas besoin de ça. Générer des QCM à l'arrache sous forme d'une IA, enfin ChatGPT le fait aussi, il y a plein d'interfaces qui font ce job-là. Donc si notre job se résumait à ça, oui, on pourrait avoir des craintes. Là, aujourd'hui, l'équipe l'accueille vraiment. Je dirais même que je ne m'attendais pas à ça. Je suis même. Enfin, le bilan qu'on a fait, d'abord, on a fait plusieurs bilans. Déjà, l'utilisation qu'ils en font qui est massive. Les élèves, hein, j'entends. Le fait qu'on a eu leurs premiers résultats d'examen et que on avait toujours des super résultats. Mais là, on a augmenté de 1,4 points la moyenne pour les utilisateurs qui ont posé plus de 150 questions depuis le début de l'année. Donc, on a fait quand même une analyse statistique qui est quand même forte et donc il y a un impact. Parce qu'on ne l'a pas fait pour dire ça marche mieux. On l'a fait pour se poser la question de savoir si on n'abrutissait pas les élèves. Donc, on Oui. voulait juste avoir les mêmes résultats. Mais on a eu mieux. Et d'un point de vue de l'enseignant, alors, ça lui fait gagner un temps fou. Mais gagner un temps fou, pas pour ne rien faire. Au contraire, pour aider mieux les étudiants. C'est-à-dire que toutes les questions où la réponse est dans le poly, mais comme il y a 150 pages à fouiller dans le poly, eh ben, ils demandent aux profs parce que ça va plus vite, parce que ça leur fait gagner du temps. Ces questions-là, ils ne les ont plus. Donc, ils ont des questions vraiment où leur rôle est primordial. Oui, et puis ils peuvent aller dans l'innovation, dans la recherche, sans forcément faire le perroquet, entre guillemets, sur des Exactement. questions qui sont posées d'année sur... D'accord. Oui, du coup, c'est une vision, on a une vision, voilà, là, on est en train de rajouter de la compétence plutôt que de répéter, les bases. C'est vraiment Enfin, intéressant. eux C'est, vraiment c'est- sont, enfin, sont très demandeurs. La preuve, on l'a même fait une verticale encore depuis. On a même encore fait grossir le tout puisqu'on a introduit Willy. Donc tu vois, après Maya, il y a eu son compère Willy, mais il y a eu un vrai enthousiasme de la part de l'équipe pédagogique. Par contre, c'est vrai que ça nécessite un, un vrai un accompagnement au début. Il faut prendre son temps pour expliquer, pour montrer, pour analyser correctement les données, pour comprendre l'intérêt de l'outil, pour définir l'axe qui correspond à notre public et à l'objectif qu'ont nos élèves. oui, c'est ça. Donc il faut quand même, voilà, et les professeurs restent, et restent centrales, en fait, dans l'outil, Ouais. d'après ce que je comprends. Et là, en fait, c'est un agent. Donc là, on parle vraiment d'un agent, hein, ce que tout le monde prédit, des agents spécialisés pour chaque domaine. Donc Ouais. toi, voilà, là, il y a un agent peut-être pour la médecine, et demain, il y aura peut-être un agent pour les charpentiers, etc. Et demain, en fait, on n'aura pas ChatGPT qui va répondre de manière globale, mais des agents. Et en fait, tu es sur ce créneau, en fait, ce créneau, sur cette tendance assez forte de 2025 finalement. En tout cas, c'est l'idée que je me faisais de l'intelligence artificielle, en tout cas que aussi mon fils m'a transmise par son expérience à lui, puisque lui, il a utilisé l'intelligence artificielle pour créer un harnais qui permet de guider les personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc il y avait aussi vraiment une vocation à utiliser l'intelligence artificielle au service de l'homme. Et c'est sa vision, et il me l'a transmise par ce biais-là. Et puis, il y a aussi que ces assistants ne sont pas dépendants d'une IA. Aujourd'hui, on parle les LLM, il y en a plein. Il y a OpenAI, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, Gemini. Et finalement, le fait d'avoir ces assistants, l'assistant, il va piocher dans l'IA qui est la plus compétente pour l'action qu'on lui demande. Si moi je demande d'analyser une vidéo, crois-moi, c'est pas OpenAI que je vais prendre, hein. Donc en fait, mon fils, ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté cet agent à plusieurs LLM différents. Et l'agent va piocher, va utiliser de manière totalement transparente pour l'utilisateur. L'utilisateur ne le voit pas, mais va aller chercher le LLM le plus performant pour répondre à la problématique et savoir analyser correctement ou l'image, ou la vidéo, ou la réponse textuelle. Et si demain on devait perdre
l'accès à un de ces agents, à un de ces outils, pardon, à un de ces LLM, on prendra un autre. Ou on prendra un code open source qu'on aura travaillé nous-mêmes. On n'est pas dépendant. Au contraire, et si ces outils avancent plus vite, tant mieux pour nous. On n'est pas en Sur, train de se mettre, nous tout petits dans notre coin, en concurrence avec des mastodontes qui sortent une nouveauté tous les jours. Au contraire, s'ils sortent des nouveautés, mais parfait. oui, c'est ça, faut sortir de cette notion de concurrence. On est là quand même pour faire avancer aussi l'éducation et partager les savoirs, quoi. C'est si on parle si on revient un tout petit peu sur le technique et si tu as le temps encore de répondre à quelques questions. Je t'en prie. Euh, on a donc tu parles de LLM, donc les LLM c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle. Euh, L'analyse de Ceux qui nous langage. écoutent, voilà, analyse de langage et réponse statistique par rapport à un contexte et il y a des ressources en fait qu'il y a à l'intérieur de ce LLM, donc cette intelligence artificielle. Vous êtes parti sur quel moteur LLM derrière? Est-ce que vous avez, ou si c'est pas un secret bien sûr, est-ce que vous êtes parti plutôt, je sais que je crois qu'il y a Facebook qui fait la main, il y a une intelligence artificielle qui est plutôt française qui s'appelle Mistral. Est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que c'est multi LLM en fait derrière? Vous avez pas, Il y en a quatre dessus. il y en a Actuellement, sur quatre, notre voilà. assistant, on fait appel à quatre LLM différents parce Ouais. que c'est, en fait, ce qu'a fait Maël. Alors là, il serait beaucoup plus compétent que moi pour répondre puisque moi, je suis quand même, je veux dire, ok, je m'y suis mis, ça fait 2 ans que je bosse dessus, mais lui, c'est quand même sa formation initiale. Mais disons que l'idée, c'était de se dire que c'est pas gravé dans le marbre. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a OpenAI, bien sûr qu'il y a Gemini, bien sûr, voilà, il y en a quatre, plus surtout, j'insiste, la base de données des enseignants, qui est monstrueuse Oui, aussi, vraiment. Voilà, mais disons que l'objectif, c'est que là, ils testent DeepSeek actuellement aussi. Enfin, tout ce d'accord. qui arrive comme nouveauté, cette veille technologique, elle est permanente pour finalement utiliser l'outil le plus performant à l'instant T. Donc, si là, par exemple, il y a eu une mise à jour d'OpenAI qui a annoncé Sora dans la nuit, le lendemain, mon fils il est dessus parce que c'est vraiment son truc. Et puis, c'est aussi utile pour les produits qu'il développe lui-même. Mais voilà, c'est pour ça que te donner, bien sûr qu'il y a OpenAI et Gemini, il y en a deux autres, mais il y en aura peut-être encore une. La semaine prochaine, ce sera peut-être encore d'autres. Le gros avantage, c'est que l'utilisateur ne le voit pas, ce Oui, changement. vous fédérez un petit peu toutes les demandes et vous les dispatchez aux services qui répondent le plus à même à travers votre base de connaissances de professoral. Sur, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des étudiants qui parlent pas français? Est-ce que votre agent Maya est capable de répondre en allemand avec une base de données française, par exemple? Alors, la réponse est clairement oui, il est capable de répondre dans une autre langue, mais les bases de données de ressources sont en français. Oui, Et actuellement, on travaille avec des partenaires, justement dans le cadre de notre, alors c'est pas dans le cadre de formation, c'est dans le cadre de notre startup monécole.ai, et notamment pour l'outil, parce qu'on a dans la startup monécole.ai, on a une verticale pour les étudiants en médecine, MedProf, et on a une verticale pour le lycée, Mon Prof. Et là, actuellement, on travaille également avec des partenaires pour... alors, le faire dans d'autres langues, c'est très simple. Donc ça, c'est déjà quasiment développé. Par contre, c'est de traduire les ressources de manière automatique, les ressources que nous produisons. Voilà. d'accord. Que ce soit en vidéo, où on peut se mettre à parler une autre langue alors qu'on ne la maîtrise absolument pas, ou que ce soit les supports où on est en train de créer un template qui fera que les mots, en fait, le texte, tout ce qui est textuel, sera automatiquement traduit. Donc ça, c'est le travail actuel. Il y a mais des perspectives, il y en a tellement que... D'accord. Eh ben, écoute, c'est vraiment intéressant. Tout ça, Caroline, on va s'arrêter là pour ce premier entretien. On essaiera de se faire un autre entretien pour découvrir peut-être d'autres outils et d'autres sujets, voire même creuser peut-être ce sujet euh, qui Avec grand mériterait plaisir. peut-être un peu plus de questions. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Eh ben, Du écoute, un coup, très grand et à merci une à toi prochaine. aussi. Au revoir. Au revoir. À peu près tous les jours et plusieurs fois par jour d'ailleurs.
Alors au début, j'utilisais vraiment juste quand je comprenais pas du tout des annales, par exemple, des positions. Et puis maintenant, comme je trouve ça tellement complet, j'utilise pour faire des fiches. Quand je prépare mes cours, par exemple, de SHS, ou même dans ma mineure aussi, c'est hyper utile. Forcément, avant les CC, j'utilise un peu plus, plusieurs fois par jour, surtout le soir. J'ai tendance à mieux travailler le soir. Et comme c'est disponible n'importe quand, bah en fait, maintenant je prends l'habitude de l'utiliser tous les jours. Ça dépend des périodes de révision, mais c'est sûr que juste avant les CC, j'utilise plus. Mais là, pendant les vacances, par exemple, pour vraiment être au clair sur toutes les notions, même en chimie, en biochimie et en maths, bah je vais les utiliser davantage. Oui, à 100%. Des fois, en fait, au début, j'utilisais plus Internet ou alors les cours, voilà, je passais dans les diapos, etc. Mais comme on a des diapos qui sont très très longues et des cours qui peuvent prendre beaucoup de temps pour trouver une notion vraiment particulière, là, j'ai juste à poser ma question, elle est très précise et puis j'ai une réponse hyper précise. Bah déjà, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir l'utiliser. Et puis on a eu tout en fait du début à la fin de comment ça s'utilise et puis de pouvoir y participer et de pouvoir l'utiliser parmi les premiers, bah c'est une grande fierté, ouais. Et puis j'espère que ça pourra être utile pour d'autres personnes aussi en France parce que ça fait gagner énormément de temps et surtout en L1 SPS, c'est vraiment hyper précieux.